Bonjour, donc je suis Michel Bussy, écrivain normand, géographe à l'université de Rouen et habitant pendant des années de l'agglomération Seineur. En particulier parce que je suis né à Louviers, au cœur de l'agglomération Seineur. J'ai grandi les 10 premières années de ma vie au Manoir-sur-Seine. Et puis ensuite à Pont-de-l'Arche, de l'âge de 10 ans, donc j'ai suivi ma scolarité à Pont-de-l'Arche. Voilà, et après je suis allé à Rouen étudier à l'université, mais j'ai encore beaucoup d'attaches à Pont-de-l'Arche, notamment parce que ma mère y habite encore, et puis j'ai joué notamment au club de tennis de table de Pont-de-l'Arche. Enfin, je me suis inscrit à ce club-là quand j'avais 10 ans, et j'y suis encore licencié, donc plus d'une quarantaine d'années après, donc ça veut dire que régulièrement je retourne m'entraîner et jouer des matchs à Pont-de-l'Arche pour l'équipe de Pont-de-l'Arche, et puis évidemment j'y ai beaucoup d'amis puisque c'est là que j'ai grandi. Donc je dirais que cette agglomération Seineur, évidemment elle ne s'appelait pas encore l'agglomération Seineur à l'époque, c'est un lieu que je connais très bien, en particulier, voilà, j'ai beaucoup fréquenté quand j'étais jeune et encore un peu maintenant la forêt de bord pour y avoir fait de très très longues promenades avec ma chienne à l'époque quand j'étais collégien et lycéen. J'ai beaucoup fréquenté aussi la base nautique de Pose forcément en tant qu'enfant. Voilà, c'est des lieux évidemment que je connais très bien. Et puis j'ai aussi une pensée particulière pour Val-de-Reuil. Puisque j'ai vu pousser Val-de-Reuil quand j'avais à peu près 10 ans. C'était assez surprenant d'ailleurs d'avoir 10 ans et de voir comme ça pousser cette ville nouvelle au milieu des champs. Et puis ma grande sœur y habitait vraiment dans le germe de ville dès les toutes premières années. Donc j'ai vu ce quartier, notamment le quartier de la Grosse Borne, naître quasiment. Et puis je le dis souvent, mais mes premières grandes découvertes littéraires et musicales, c'est à la médiathèque de Val-de-Reuil, hein, puisque gamin, j'y allais à vélo. Et donc, j'allais chercher mes livres et mes disques à Val-de-Reuil, qui était une grosse médiathèque pour l'époque. Donc voilà, donc j'y suis beaucoup allé. Puis j'ai été aussi surveillant au centre de formation d'apprentis de Val-de-Reuil pendant pratiquement 5 ans. Enfin, en gros, toutes mes études à l'université de Rouen. Tous les soirs, je dormais à Val-de-Reuil, puisqu'on avait les apprentis du département de l'Eure qui venaient là. Donc du coup, j'ai une attache très particulière aussi avec cette ville nouvelle qui n'est plus nouvelle d'ailleurs, de Val-de-Reuil. Donc voilà, donc c'est vraiment mon coin. Voilà, et maintenant j'habite pas très loin, puisque même si je suis dans l'agglomération de Rouen, je suis voilà, à une 25 km à peu près. Donc du coup, ça reste un endroit où je viens régulièrement. Et puis par exemple, j'ai eu la chance d'être fait citoyen d'honneur de la commune de Louviers, par exemple. Donc j'y retourne régulièrement. La librairie à la page, même si elle porte plus ce nom-là, était une des premières librairies qui m'a vraiment fait confiance, avec Mouret-sur-Seine en particulier. Donc ça reste la librairie de cœur, on va dire. Voilà, donc il y a encore des lieux comme ça avec lesquels j'ai des attaches très particulière du fait même de mon activité professionnelle. Moi, sur la ville nouvelle de Val-de-Reuil, si je parle en tant qu'enfant et qu'habitant, c'est vraiment d'excellents souvenirs, puisqu'avec la ville nouvelle de Val-de-Reuil, comme je l'ai expliqué, il y avait cette médiathèque dans laquelle je me rendais, évidemment. Je pense qu'à l'époque, c'était une médiathèque du niveau de ce qu'on trouvait sans doute à Évreux ou à Rouen. Donc forcément, c'était du pain béni pour moi qui adorait fouiner dans ce genre de lieu. Et à Pont-de-l'Arche, il n'y avait qu'une petite bibliothèque pour tous, très sympathique, où j'allais aussi souvent. Évidemment, on n'avait notamment pas d'offre de disques, par exemple. Donc pour moi, c'est très bien. Il y avait aussi la piscine, hein, où je suis allé souvent, qui était aussi une piscine. À l'époque, on ne trouvait pas ailleurs. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y avait comme ça des suréquipements à Val-de-Reuil qui étaient agréables pour quelqu'un qui habitait à moins de 10 km et qui pouvait y aller en vélo. Voilà, après, en tant que géographe, j'ai beaucoup discuté, travaillé sur cette ville nouvelle de Val-de-Reuil. J'ai souvent emmené des étudiants, donc c'était un cas d'école très intéressant à étudier. Mais en tous les cas, sur la question de vivre à côté, oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En plus, quand j'étais surveillant Val-de-Reuil, c'était assez extraordinaire parce que le CFA a déménagé maintenant, mais à l'époque, le CFA était vraiment dans le germe de la ville.
Et l'internat, pour aller à l'internat, il fallait traverser une grande partie de la Dalle, en particulier le quartier de la Grosse Borne. Et du coup, c'était quand même plus de 200 apprentis chaque semaine qui se promenaient, et des apprentis qui venaient généralement de zones très rurales, autour de Bernay, autour de Conches, enfin de toute l'Eure, mais souvent des zones très rurales, et pour caricaturer un peu, qui n'avaient pratiquement jamais vu un étranger de leur vie, et qui traversaient la nuit souvent le quartier Val-de-Reuil, qui était composé d'une multitude de nationalités. Donc le choc des cultures était assez intéressant, parfois assez explosif, y compris aux fenêtres, etc. Et c'est intéressant de voir effectivement cette confrontation entre deux modes de vie vraiment très différents, mais toujours trouvé que c'était une expérience intéressante. Alors voilà, après Val-de-Reuil, peut-être un échec d'un certain point de vue quantitatif, démographique, etc. Mais en tous les cas, sur le plan du projet, sur le plan humain, c'est quelque chose qui pour moi était une vraie expérience. Peut-être même d'ailleurs que ça m'a pas mal influencé dans mon projet d'être géographe, parce qu'effectivement ça a interrogé quand même beaucoup cette utopie, puisque Val-de-Reuil était quand même une utopie au départ, donc cette utopie voilà, posée au milieu comme ça d'une boucle de la Seine. Le côté nature, disons que je le connais, enfin je l'ai fréquenté parce que comme je l'ai dit, voilà, je arpentais notamment en vélo pour la Val-de-Reuil, le long des boucles de la Seine, à Pose, la côte des Deux Amants, enfin voilà, c'est des lieux que je connais, les écluses à Pose, on allait se promener, enfin c'est des lieux que je connaissais, la confluence de l'Andelle, enfin tous ces lieux-là sont des lieux voilà, où j'allais me promener régulièrement, mais je n'avais pas d'attrait particulier pour observer les oiseaux à la jumelle ou les animaux. Disons que voilà, ça faisait partie de l'écrin dans lequel je vivais, donc comme la forêt de bord. Et voilà, donc c'est vrai que c'est des souvenirs qui sont intéressants, peut-être qui m'ont influencé parce qu'on avait effectivement ce mélange à la fois d'un site très industriel. C'est vrai que naître au Manoir-sur-Seine, c'est vivre à côté des aciéries de Pompée, c'est vivre, à l'époque on appelait ça la SICA, donc c'était les odeurs de la SICA, mais c'est aussi les gens évidemment qui travaillaient à la SICA. C'était donc une zone très industrielle, à l'ombre des usines, et en parallèle, oui, très vite aussi en pleine nature, donc c'est cette espèce de choses assez étranges d'ailleurs, parce qu'on a du mal parfois à expliquer aux gens ce que peut être la vallée de la Seine, parce que pour les gens, soit on est dans la nature, soit on est dans une banlieue industrielle, mais le fait qu'on ait de très grosses usines, quand j'étais petit, c'était vraiment de très très grosses usines, voilà, tout le monde travaillait à l'usine, quoi, voilà, et donc le fait qu'on ait de très grosses usines, donc un environnement très ouvrier dans finalement une campagne avec de l'eau, avec de la forêt, avec des lacs, avec enfin, en tout cas des étangs, etc. C'est quelque chose qui était ma réalité de gamin. Et du coup, oui, je pense que ça m'a marqué en étant à la fois un urbain et à la fois quelqu'un qui reste quand même, qui pourrait sans doute pas habiter en plein centre-ville et qui fait que je suis toujours pas parisien, par exemple. Alors effectivement, je suis géographe, je suis entré à l'université de Rouen donc comme géographe, et puis j'ai gravi tous les échelons, je suis devenu maître de conférences, professeur, puis j'ai dirigé pendant 15 ans le laboratoire de géographie et plus globalement de sciences humaines à Rouen, et puis qui d'ailleurs était aussi au Havre et à Caen, et puis j'ai été pendant longtemps quand même le spécialiste de l'aménagement du territoire, donc j'étais quand même celui qui faisait les cours, qui encadrait les étudiants, et qui en plus répondait assez souvent aux sollicitations des médias sur les questions politiques, territoriales, voilà, moins environnementale, c'était moins ma spécialité, mais en tout cas les questions d'urbanisme très, très clairement, donc du coup j'étais assez régulièrement amené à retravailler sur cette zone-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, le premier gros dossier que j'ai fait, j'étais en licence, donc en troisième année de licence, c'était sur le troisième pont, ou le pont supplémentaire dont on avait longtemps parlé à l'époque, était un pont qui globalement relierait la vallée de l'Andelle à la Seine. C'était un pont qui pourrait globalement être aux alentours du Manoir-sur-Seine, puisqu'il y a un pont de chemin de fer ferroviaire, il n'y avait pas de pont, et pendant longtemps on a évoqué cette possibilité de pont pour doubler le pont de Pont de l'Arche qui était saturé. Alors je pense que c'est quelque chose qui a complètement été oublié, mais moi je l'avais appelé le pont des Trois Vallées, et c'était, alors j'avais rencontré à peu près tous les élus de l'époque, j'avais rencontré tous les grands chefs d'entreprise, c'était vraiment une question, il y avait des études très sérieuses commandées pour voir effectivement si ce pont
dévierait ou pas une grande partie du trafic de Pont de l'Arche. Évidemment, ce pont était aussi programmé avec la perspective de Val-de-Reuil voilà, éventuellement une centaine de milliers d'habitants. Et bon, le fait que Val-de-Reuil ne décolle pas en termes démographiques a aussi enterré ce gros projet de pont. Enfin, voilà, on a un peu, je pense que tout le monde a oublié qu'il y a eu un projet de pont, mais il y a une trentaine d'années, c'était quelque chose qui était encore assez largement discuté. Donc j'avais fait tout mon très très gros travail à l'époque de licence sur ce pont que j'avais appelé le pont des Trois-Vallées. Voilà, donc du coup j'avais quand même bien travaillé la question, et puis après, dans les travaux que j'ai faits, j'ai quand même beaucoup travaillé sur Val-de-Reuil. Il y avait encore l'établissement public quand j'ai commencé mes études, et pas mal de mes collègues comme François Gay qui est décédé il y a quelques mois, qui était un des pionniers de Val-de-Reuil et de l'établissement public, a beaucoup travaillé sur ce projet d'urbanisme. Et puis après on a fait des études notamment sur l'agglomération Seine-Nord et sur l'agglomération elbeuvienne, donc ce triangle Rouen, Elbeuf, Louviers, et notamment pour les plans de déplacement urbain. On avait fait un certain nombre d'enquêtes sur ces questions-là. Donc c'est vrai que régulièrement j'ai été amené à faire travailler des étudiants, ou même à travailler. Et puis quand j'ai commencé aussi à être professeur, c'est l'époque où les territoires ont beaucoup bougé, c'est l'époque où l'intercommunalité est née. En tout cas, l'intercommunalité de projet, c'est l'époque où les pays, d'une part, puis les agglomérations ont été créées, donc Seineur, voilà, Porte-de-l'Eure, etc. Et donc, du coup, j'ai placé pas mal d'étudiants dans un premier temps en stage, puis souvent qui ont trouvé un emploi pérenne, puisque ces structures naissaient à ce moment-là. Donc c'est vrai que du coup, je me suis intéressé assez près à ces questions d'intercommunalité, notamment celle de Seineur, qui était une sorte de cas d'école particulièrement compliqué, parce qu'à l'époque, peut-être que là on a oublié, mais voilà, Pont de l'Arche n'était pas, enfin Pont de l'Arche en était, mais il n'y avait pas forcément la continuité. Je me souviens de ces questions où il fallait qu'effectivement les agglomérations soient continues. Et donc Pont de l'Arche ne touchait à Louviers que par une bande très étroite de la forêt de Beurre, puisque d'autres communes, comme les Dents par exemple, avaient refusé d'en être. Donc on était dans cette question extrêmement compliquée qui pour un géographe était assez intéressante, parce que voilà, qu'est-ce qui fait continuité ou pas? Pont de l'Arche, chef-lieu de canton qui se retrouvait coupé d'une partie des communes de son canton, etc. Enfin, ça posait un certain nombre de questions assez intéressantes pour le géographe de qu'est-ce qu'une intercommunalité de projet, qu'est-ce qu'une centralité. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant. Et puis, évidemment, on a ce fameux, comment on pourrait dire, couple Louviers-Val-de-Reuil qui était intéressant. Moi, évidemment, je suis né un petit peu avec aussi, puisque longtemps, effectivement, Val-de-Reuil était à la fois cette ville suréquipée, mais qui avait toujours ce grand déficit de commerce, notamment. Et évidemment, Louviers, à l'inverse, qui était le centre-ville commercial, on allait faire ses courses, mais qui, évidemment, n'avait pas la capacité, à l'époque en tout cas, d'avoir ces équipements qui tombaient pour une part de Paris. Donc voilà, c'est l'époque, là aussi, les gens se rappellent peut-être pas, c'est l'époque du mammouth à Val-de-Reuil, par exemple, on allait faire ses courses. Bon. Donc il y avait effectivement cette rivalité qui était assez intéressante, parce que finalement, on avait Louviers, qui est une ville certes industrielle, mais avec une histoire forte, notamment une histoire politique évidemment très forte, avec Mendès France, des Proust et tant d'autres, et d'un autre côté Val-de-Reuil, avec là encore une histoire politique beaucoup plus récente, mais également extrêmement marquée. Et du coup, on avait là, voilà, pratiquement deux projets urbains qui sans s'opposer et étaient assez passionnants à voir naître et grandir ensemble. Voilà. Après, alors si on dit un peu plus de mots de Val-de-Reuil, peut-être, par exemple, moi j'ai longtemps emmené mes étudiants à Val-de-Reuil. C'était très intéressant, parce que quand on montrait aux étudiants Val-de-Reuil, pour eux c'était une banlieue. C'était une ZUP. Donc c'était un truc des années 50, comme la Grand-Mare, comme Maromme. Voilà, pour eux, ou le Château Blanc, enfin, pour eux, voilà, c'est des grands ensembles. Et il fallait travailler pour leur expliquer que non. Val-de-Reuil, c'est 20 ans plus tard, c'est une génération plus tard. C'est une ville qui a été conçue
pratiquement au départ en opposition à ces grands ensembles, et donc avec toutes ces utopies du germe de ville, de la ville sans voiture, etc., etc. Et c'était absolument passionnant. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'étudiants qui commençaient à comprendre, et évidemment ce qui est très intéressant à Val-de-Reuil, c'est comment on est passé d'une utopie à une ville nouvelle qui finalement a été rattrapée par la périurbanisation et par une ville qui se développe en périphérie, comment le germe de ville, la dalle, est passé d'une sorte, là encore, d'utopie comme à Pontoise à finalement, pas dire un bunker, mais en tout cas quelque chose qui a été isolé. Comment finalement, aujourd'hui, bon je ne suis pas retourné à Val-de-Reuil récemment, mais comment globalement on a essayé de faire que la dalle, qui était une sorte de zone isolée de la relier le plus possible, notamment au parking, aux voitures, etc. Donc ça, c'était assez intéressant de montrer comment, à travers Val-de-Reuil, on peut pratiquement raconter les 40 dernières années de l'histoire de l'urbanisme en France, c'est-à-dire voilà, les utopies de villes sans voiture, puis le fait qu'on revienne à la périurbanisation, et puis le fait qu'on essaye de combiner voiture et espace piéton. Enfin, tout ça est quand même assez intéressant. Et puis, sans oublier que prenant souvent le train pour Paris, la gare de Val-de-Reuil est devenue presque emblématique. Enfin voilà, c'est amusant parce que moi, quand je l'ai pris les premières fois, voilà, on s'attendait à ce que Val-de-Reuil arrive jusqu'à la gare. Et puis évidemment, elle n'est jamais arrivée. Et puis maintenant, on est en zone inondable. Donc c'est aussi un paradoxe assez joli de se dire que cette ville qui était prévue pour être un relais, finalement est aujourd'hui voilà, en partie non constructible. Donc voilà, donc tout ça, ça dit aussi des choses de l'histoire de l'urbanisme. Évidemment, on ne s'intéressait pas à ces questions d'inondation dans les années 70, comme on s'y intéresse après les années 2000. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Après, on pourrait en parler très longtemps de l'urbanisme en détail de Val-de-Reuil, mais c'est un vrai cas d'école, et puis comment dire, enfin, c'est joli les utopies. Enfin voilà, je pense que c'est très difficile de lutter contre l'histoire et l'urbanisme. Enfin, quand on parle d'urbanisme, comment dire, il y a des processus historiques longs et indéniables sur les politiques de la ville, sur le desserrement de l'agglomération parisienne. Enfin, tout ça, c'est très difficile. Les urbanistes ne peuvent pas aller contre les grandes évolutions sociétales. Par contre, effectivement, ils essayent de s'adapter. Donc Val-de-Reuil, c'était une tentative à un moment donné de s'adapter à ce qu'aurait pu être effectivement un grand desserrement parisien. Et puis il en reste quand même aujourd'hui beaucoup de choses quand même. Enfin, voilà, des grands équipements, des emplois, voilà, et puis une vie culturelle forte. Donc voilà, donc c'était ce mélange-là qui m'a marqué beaucoup. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir, comment on pourrait dire, voilà, c'est peut-être cette transition, même si l'industrie reste encore présente, évidemment, on a encore des usines, mais c'est vrai qu'elle est moins présente qu'elle ne l'était. Et donc, comment on passe par des transitions, notamment des constructions de grandes métropoles, autour notamment de la vallée de Landelle. Enfin voilà, donc comment cette zone finalement se tourne, je ne dirais pas de plus en plus vers Rouen, mais en tout cas doit réfléchir à quelque chose, ou réfléchit déjà d'ailleurs depuis longtemps, à quelque chose qui soit global avec la grande agglomération rouennaise. Enfin, c'est quand même un des grands éléments des 30 ou 40 dernières années, c'est que finalement ces métropoles se sont étalées démographiquement, ou d'un point de vue de l'habitat, mais aussi d'un point de vue politique, avec une gestion des déplacements, etc. Donc c'est vrai que pendant très longtemps, en tant que géographe, j'ai milité pour que, pas forcément les périmètres politiques, c'est autre chose, mais en tout cas que les périmètres d'études soient des périmètres d'études qui intègrent l'agglomération de Rouen au sens le plus global possible, et donc Seine-Nord fait partie forcément à ce niveau-là du périmètre d'études de l'agglomération de Rouen, parce qu'évidemment, en termes de déplacement, en termes d'usage des équipements, etc., elle participe à cette agglomération. Bon, évidemment, on est très très proche, par exemple, du sud normand, donc c'est difficile de se dire, quand on est à Louvy ou Pont de l'Arche, on est à 10 minutes de Wassel ou de Saint-Étienne ou du Zénith, etc., ou du Parc Expo. Donc forcément, c'est difficile d'établir une frontière comme si on avait deux agglomérations séparées. Et donc voilà, en tant que géographe, longtemps on a essayé de militer pour que, au-delà des périmètres politiques qui sont les périmètres légitimes des élus, et donc de la démocratie, les périmètres d'études, de réflexion, etc., soient des périmètres élargis. Mais c'est loin d'être évident, évidemment.
Alors, c'est vrai que l'agglomération Seine-Nord, c'est pas une agglomération que j'ai beaucoup mis dans mes romans, sans doute parce que j'en étais trop proche et que du coup, je ne voyais pas forcément ça comme un territoire très exotique et j'ai plus parlé de Giverny, j'ai plus parlé d'Étretat, de Rouen, que de cet endroit où j'étais né. Néanmoins, j'en parle, hein, par exemple dans Un avion sans aile, quand Marc, mon héros, prend le train de Paris à Dieppe, il passe par Val-de-Reuil et je dois dire quelques lignes de la traversée de Val-de-Reuil, etc. Dans N'oubliez jamais aussi, il y a tout un chapitre sur Louviers, donc on n'est quand même pas très loin, et voilà, on parle aussi des communes au-dessus de Louviers, dans le Roumois, donc on est aux portes de Sénart. Et puis dans le dernier, évidemment, J'ai dû rêver trop fort, où mon héroïne habite Portechoix. Donc là, on est au cœur du territoire, et j'ai vraiment choisi ce lieu, non seulement pour le nom, Portejoie, mais aussi pour la scène, c'est-à-dire que j'avais envie qu'il y ait cette dimension reposante de la scène. Mon héroïne voyage beaucoup, enfin, c'est un roman un peu sur le temps qui passe, plus ou moins rapidement, et donc la scène, évidemment, rappelait souvent cette idée du temps lent qui passe avec ces méandres dont la plupart des gens si on montre un enfant, il ne va pas savoir comment s'est formé le méandre. Et donc il y a quand même cette idée du fleuve qui a fini de s'agiter et qui maintenant prend son temps pour traverser, et puis ces îles qui ont été voilà, ciselées il y a longtemps, mais qui maintenant ne bougeront plus. Donc voilà, donc il y a quand même cette idée de paysage un peu immuable, tranquille, qui renvoie aussi aux oiseaux et à cette dimension. Donc je vois, c'est comme ça que je vois un petit peu la scène, c'est un paysage reposant, même si évidemment on a aussi des territoires qui sont des territoires très industriels, là encore en bord de Seine, mais pour toute cette partie voilà, qu'on va dire repose, Andée, Portejoie, etc., c'est évidemment cette impression un peu majestueuse et calme qui domine, et c'est ça que j'avais voulu représenter dans mon roman. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la Seine et ses méandres et ses îles et ce cadre qui reste plus naturel qu'à d'autres endroits de la Seine, prend peut-être cette tonalité un petit peu plus voilà, nature, donc jusqu'aux écluses en gros de Pose, que dans sa partie aval, où là évidemment on est dans une partie qui devient plus maritime, mais donc on est tout de suite effectivement sur l'agglomération d'Elbeuf, l'agglomération de Rouen, puis évidemment sur le port maritime de Rouen d'ailleurs, et qui va jusqu'au Havre. Et donc là on est évidemment sur une partie fluviale qui a une autre histoire, qui est une histoire voilà, où vont se confronter à la fois les grandes entreprises et la navigation donc, maritime. Et donc c'est vrai que voilà, bon, voilà, pour le coup, je pense que les écluses de Pose marquent quand même deux territoires en quelque sorte, et notamment le territoire voilà, d'une Seine fluviale qui est voilà, qui a ce caractère plus naturel, mais en tous les cas, voilà, qui a un caractère de villégiature un peu différent. Donc moi j'ai vraiment ces deux faces de la scène, c'est-à-dire qu'il y a la scène que je vois quand je suis à Rouen, etc. C'est vraiment cette scène de la rive gauche, industrielle, et ça. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans la scène, quand on est géographe, c'est de voir son cours. C'est-à-dire que quand vous êtes avec des étudiants ou même des gens, ils ont beaucoup de mal à se figurer où est la Seine, quoi. Moi, quand je faisais dessiner à des étudiants des cartes mentales de la Seine, ils la représentent toujours comme une barrière, comme si elle était droite entre la rive gauche et la rive droite. Ils ont beaucoup de mal à formuler tous les méandres, le fait que le méandre, notamment d'Elbeuf, et qui passe à la Pont de l'Arche, fasse comme pratiquement une épingle à cheveux. Et donc, voilà, on franchit la Seine, quand on prend l'autoroute, par exemple, on franchit la Seine une première fois, puis après on la franchit après, mais on se dit, mais c'est bizarre, on ne l'a pas déjà passé une fois. Et oui, parce qu'effectivement, cette représentation mentale des méandres, si on ne l'a pas en carte, on a beaucoup de mal à se l'imaginer, quel est le parcours exact de la Seine. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, comment dire, qui est intéressant parce que ça forme le relief, mais aussi on a deux représentations. La représentation, voilà, 3 dimensions quand on y vit, puis la représentation à plat quand on surplombe ça, et qu'effectivement les territoires se construisent autour de la Seine, et par exemple l'agglomération Seine-Nord, comme son nom l'indique, se construit très clairement dans cet espace particulier, coincé entre, plus ou moins coincé entre un fleuve et son affluent. Donc ça donne effectivement cet espace un peu particulier,
un tout petit peu moins industriel, en tout cas dans sa partie porte-joie et voilà, oui, oui, alors c'est vrai que la scène elle est très présente par contre dans mes autres romans et pas forcément sur la partie scéneur, hein, dans Code Lupin, bien entendu, où Lupin utilise souvent la scène de Tancarville à Jumièges, à Caudebec, d'une part, et puis dans Mourir-sur-Seine, qui est comme un roman qui parle de l'Armada et donc qui évidemment voit à peu près tous les mystères de la Seine et son histoire de la navigation, pour le coup, interrogée. Et donc oui, la Seine, là pour le coup, a servi de cadre à mes romans, mais c'est vrai que c'est davantage la Seine entre Rouen et son estuaire que la partie entre Paris et Romans. Mais peut-être que ça viendra, c'est vrai que je n'ai pas exploité le Château Gaillard, je n'ai pas exploité la côte des Deux Amants réellement, enfin, effectivement je n'ai pas réellement exploité la part de légende qui existe très fortement dans cette partie de la Seine, et puis on pourrait évoquer Gaillon, les Templiers, enfin il y a quand même plein de choses, Gaillon qui est cité dans le Da Vinci Code de multiples fois, enfin il y a aussi une belle source de mystère et d'inspiration possible dans cette scène-là, et puis évidemment il y a l'Inféa Noir avec Giverny, ou même si on est plus sur le Rue, donc qui alimente l'étang d'Inféa. Néanmoins, la Seine coule quand même à Vernon et borde quasiment les Giverny. Et puis dans mon roman, il y a ce qu'on appelait l'île aux orties, c'est-à-dire cet espace où Monet allait peindre sur l'île avec son bateau sur lequel il avait ses chevaliers, etc., et qui a disparu aujourd'hui, mais j'en parle dans le roman, et c'est une des scènes clés du roman, en bord de Seine aussi. Voilà. Mais là, on est plutôt évidemment sur la communauté des Clos des Portes de l'Eure. Voilà. Donc là, on tourne autour, on n'est pas très loin, mais donc c'est pour dire qu'effectivement, la Seine est quand même, se retrouve dans nombre de mes romans en tant que telle, ou comme cadre d'autres choses, comme la navigation, comme la peinture impressionniste, par exemple. La Seine n'est pas un personnage parce que ça serait faire de l'anthropo géomorphisme peut-être, mais non, pas comme un personnage, parce que c'est les personnages existent, non, c'est comme un écrin, comme un cadre, comme un décor, elle a son rôle. Non, je dirais fait trop fort, notamment. La scène n'est pas un personnage, mais par contre, évidemment, elle devient un miroir, puisque le roman commence pratiquement par la scène et se termine par la scène, donc ça devient un miroir, mais comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans ces lieux où on est, ou dans ces lieux où on aime se ressourcer, où on aime penser, forcément les lieux nous renvoient à nous-mêmes, donc à nos souvenirs. Donc là, évidemment, si je place mon héroïne dans une maison au bord de Seine, a priori, voilà, c'est un lieu sujet à la méditation. Et puis dans les romans, on a cet avantage par rapport à l'image de pouvoir rentrer dans la tête des gens. Donc le fait d'utiliser des lieux comme la Seine par exemple permet à la fois de faire de longs monologues d'entrer dans la tête des gens, mais tout en montrant quelque chose. Donc, alors que s'ils en tiraient un film, on aurait juste quelqu'un qui regarderait l'eau couler, et on devrait imaginer ce qui se passe dans la tête. Donc dans le roman, on peut se permettre de dire ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc du coup, le décor garde une part importante pour visualiser les choses, mais on a aussi un peu moins, dans le sens où on comprend mieux le lien qu'il peut y avoir entre un décor, par exemple, et la psychologie du personnage à un moment donné. Donc tout ça joue ensemble, mais non, en tout cas dans mes romans, je ne pense pas que le décor doit devenir un personnage. Sinon on fait autre chose, ça devient quelque chose, mais qui n'est plus au service de l'histoire.